Sur Internet et notamment sur YouTube, ces dernières années ont vu se développer un certain type de vidéos, les vidéos de vulgarisation scientifique. Qu'ils s'intéressent à l'histoire, aux sciences naturelles ou à des faits de société, ces vidéastes poursuivent tous le même but, rendre accessible un sujet en le reformulant. On pense souvent la vulgarisation scientifique comme une transmission de savoir provenant de savants en direction d'ignorants. En réalité, cette vision est simpliste et la notion est beaucoup plus complexe. Il existe des enjeux et des difficultés dans la pratique de vulgarisation. Et contrairement aux idées reçues, il peut également y avoir des phénomènes de circulation des savoirs, d'échange entre les positions savants et ignorants. C'est notamment un des sujets de recherche de plusieurs chercheurs du laboratoire Simeos. Et la vulgarisation n'est pas réservée qu'à un public universitaire ou souhaitant élargir sa culture générale. Elle est en réalité omniprésente dans tous les pans de la société. Nous vulgarisons tous les jours, de manière inconsciente. Daniel Rajvarg évoque notamment le cas de la météo dans ses recherches. Cet exemple de la météo est une très bonne illustration de la vulgarisation, puisque les gens emploient ensuite des termes vulgarisés sans s'en rendre compte. Pour lui, la notion est absorbée par les discussions quotidiennes sur la pluie et le beau temps, qu'il qualifie d'innombrables et d'insoupçonnés. Mais alors, qui peut vulgariser ? Les experts invités sur les plateaux télévisés peuvent-ils donner leur avis comme ils le souhaitent ? Les youtubeurs sont-ils légitimes à emprunter cette position professorale propre à la vulgarisation scientifique ? Quels sont les enjeux ? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions en s'appuyant sur l'avancée des recherches réalisées par les chercheurs en information-communication du laboratoire Simeos. Selon certains chercheurs, les premières formes de vulgarisation scientifique apparaissent au XVIIe siècle quand Bernard de Fontenelle tente d'expliquer le modèle astronomique de Copernic au grand public. Au cours de cette période, Galilée a également fait un premier pas vers la vulgarisation. Mais lorsqu'il publicisait ses recherches, l'homme de science italien était moins motivé par l'envie d'expliquer que par la volonté de convaincre son auditoire. Ces tentatives ont continué lors du siècle suivant. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la vulgarisation scientifique s'est massivement développée, notamment grâce à un homme, Auguste Comte. Pendant plus de 17 ans, il a rendu accessible une astronomie populaire en la diffusant gratuitement auprès du grand public. Pour beaucoup d'historiens de la vulgarisation scientifique, cette dernière est devenue une problématique centrale au milieu du XIXe siècle, quand les discours et les actions se sont intensifiés, notamment pour lutter contre l'ignorance, les faux savoirs ou les superstitions. Dans le courant du XXe siècle, la vulgarisation est donc devenue un axe de recherche à part entière, car les problématiques se sont complexifiées. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le terme de vulgarisation scientifique a évolué en même temps que sa pratique. La situation de transmission de savoir entre savants et ignorants n'est plus forcément d'actualité. À mon avis, ça tient au fait qu'on est passé de la question de la question de la vulgarisation scientifique qui au XIXe siècle était relativement simple et qu'elle est allée en se complexifiant à mesure qu'on a avancé dans le XXe siècle. Il faut faire attention à cette posture-là et donc c'est pour ça qu'on parle plutôt maintenant de médiation scientifique, qu'on est plutôt dans du dialogue, de la rencontre. Cette complexification des termes découle également d'un autre facteur explicatif. Et puis, dans le courant du XXe siècle, peu à peu, les choses se sont complexifiées parce que il y a eu intervention de nouveaux acteurs. Par exemple, les pouvoirs publics sont entrés en jeu. C'est-à-dire que le ministère, par exemple, les différents ministères ont essayé d'être un acteur, d'être un promoteur de la diffusion des savoirs scientifiques. Les médias peuvent aussi être pris en ligne de compte. À la photographie et la presse se sont ajoutés le cinéma, la radio, la télévision et plus récemment, Internet. Mais en tout cas, cette multiplication des termes traduit une complexification du jeu, qui est passé de 2 acteurs à plusieurs acteurs. Aujourd'hui, les scientifiques ne pensent plus détenir la vérité absolue, et ils l'affirment lorsqu'il s'agit de vulgariser. Et tout le monde essaie de dire aussi, écoutez, je sais que j'ai été compliqué, bon mais c'est pas grave, vous complétez ce ailleurs, quoi. Les collègues ont aussi compris qu'ils ne pouvaient pas être omniscients. Voilà, on va pas donner la vérité ni la science en une fois. C'est un problème qui se joue dans les temporalités, quoi. Donc je trouve qu'on
on a beaucoup évolué. Aussi sur dire la science se construit, on est dans l'incertitude. Tout ça, c'est des formes discursives qui accompagnent maintenant le message, quoi. Depuis ses débuts, la vulgarisation scientifique a une grande importance au sein de la société. La science n'appartient pas qu'aux scientifiques, c'est un bien public et dans ce sens, tout le monde doit pouvoir se tenir au courant de ses avancées. De plus, la science doit apporter des bienfaits à la société, l'aider, lui apporter des solutions. C'est là que la vulgarisation intervient en permettant de diffuser le résultat des différentes recherches et les rendre accessibles aux discussions quotidiennes. La discussion, justement, est un aspect important de la vulgarisation. Pour certains, la discussion entre chercheurs doit être au cœur du processus. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai quand les gens entendent ça, ils se disent « Ah, mais c'est quoi ces chercheurs qui disent pas la même chose ?» Eh bien, ça fait partie de la recherche en train de se faire et il faut l'expliquer, c'est un mouvement normal. Donc, il y a un enjeu énorme à vraiment vulgariser sur l'incertain, sur l'inconnu et dire c'est normal qu'on sache pas tout de suite. Et la discussion entre chercheurs et les publics paraît également essentielle à la vulgarisation, car la discussion permet d'enrichir les deux parties prenantes. Tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer de faire de la vulgarisation qui enrichisse les chercheurs. Et ça, c'est vraiment une question, c'est pas faire ou est-ce que la vulgarisation c'est bien ou pas. Il faut essayer de faire de la bonne vulgarisation, c'est-à-dire de la vulgarisation qui serve aussi aux chercheurs. Cependant, certains courants de pensée sont plutôt réfractaires à la vulgarisation. Ils pensent qu'elle ne pourra jamais restituer fidèlement les discours scientifiques. Personnellement, moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste. Je pense que même si la vulgarisation n'est pas quelque chose de parfait, et d'ailleurs, rien n'est jamais parfait, mais c'est quand même quelque chose qui remporte un certain nombre de succès, fait avancer un certain nombre de choses, avec toutes les imperfections que cela peut comporter. Je pense qu'il faut continuer, et il faut continuer d'y croire, en quelque sorte. Bon. Nous l'avons compris, le modèle descendant de la vulgarisation est désormais dépassé, et les chercheurs font de plus en plus participer leur public. En fait, il y a eu un tournant qu'on peut situer dans les années 80, où on se rend compte que l'alphabétisation un peu descendante comme ça du chercheur ou de l'institution et qui explique à la société qui ne serait que réceptacle, ça fonctionne pas si bien que ça. Et donc, depuis les années 90-2000, des gens cherchent des modèles de dialogue, des bars des sciences, des cafés des sciences. Dans les années 2000, on nous demandait beaucoup de faire de l'interactif, des manips, etc. C'est quelque chose qui se développe, mais c'est quelque chose qui existait déjà avant. Et ça fait un très bon moyen de faire comprendre quelque chose, c'est de le faire faire, ça c'est certain. Et on l'avait compris il y a fort longtemps. Cependant, ce modèle permettant au public de s'immiscer dans des recherches peut créer certains problèmes, notamment pour le chercheur. Tout le monde a voulu aller vers des modèles participatifs, etc. Et les gens qui ont observé ça ont vu qu'en fait, il y avait toujours ce réflexe d'être dans le modèle déficitaire, toujours ce réflexe du chercheur qui se positionne en explicateur. Il faut savoir qu'en France, une loi stipule que les chercheurs, quelle que soit leur discipline, ont un devoir de vulgarisation. C'est dans ce cadre-là qu'à l'Université de Bourgogne, il y a ce dispositif que vous connaissez certainement, qui a été pensé par mon collègue Daniel Reichwarg, qui est conduit par Lionel Maillot, ce dispositif qui est l'expérimentarium et qui justement répond institutionnellement au niveau de l'Université de Bourgogne à cette mission vulgarisatrice ou, si vous voulez, mission de diffusion, peu importe le terme, au niveau de l'université, auprès de publics, notamment scolaires, mais pas seulement. Et donc, à Dijon, il y avait un espace où j'avais été embauché pour faire un espace de manip de physique, qui devait s'appeler l'expérimentarium, comme à Bruxelles. Et puis, on a changé. Du coup, on est allé vers un espace où les chercheurs racontent ce qu'ils font. Et on est allé vers des jeunes chercheurs. Ouvert à tous, l'expérimentarium permet aux classes de tout niveau ou au grand public de découvrir les recherches de certains chercheurs tout en pratiquant. Contrairement à certaines idées reçues, les scientifiques sont quasiment tous en accord avec leur devoir de vulgarisation.
je ne pense pas qu'on puisse trouver maintenant dans la communauté scientifique beaucoup de gens qui disent « la vulgarisation, c'est pas notre travail, on n'a pas à en faire ». Ça, c'est un premier point. Ça, je crois que c'est gagné. Même lorsqu'il s'agit de personnes non scientifiques, la simple tentative de vulgariser est en général appréciée par la communauté scientifique. C'est-à-dire que dans l'espace public, la vulgarisation, c'est une représentation de la science, c'est pas forcément la science. Donc, quelqu'un qui a vulgarisé va oublier des détails, va ne pas être tout le temps précis. Bon, c'est assez normal, en fait. Et donc, je pense qu'on doit accepter, si le principe et l'idée de base est respectée, bien qu'il y ait parfois des petites erreurs, etc. On l'a compris, la vulgarisation n'est pas réservée à un public uniquement scientifique. Les youtubeurs peuvent donc très logiquement prétendre à ce titre de vulgarisateur. C'est en tout cas l'avis des chercheurs d'Issimilos. Bon, l'étiquette de vulgarisateur scientifique, c'est pas quelque chose qui est officiel, hein. À partir du moment où on se met à diffuser, à expliquer des connaissances scientifiques, qu'on soit youtubeur, qu'on soit médiateur scientifique dans un musée de sciences, qu'on soit journaliste pour Science et Vie, qu'on travaille à la télévision dans une émission comme C'est pas sorcier, pourquoi pas, hein. Donc, des youtubeurs de science, ils ont le droit au titre, c'est pas un souci, ça. En fait, c'est plutôt bien, cette multiplicité d'expressions sociales de la science. Un youtubeur peut être un vulgarisateur scientifique. Maintenant, il faut savoir que la vulgarisation, c'est une représentation, c'est-à-dire c'est pas la science. Donc il y aura, comme à l'époque de Fontenelle, de la séduction, il y aura un petit peu d'exagération. Voilà, ça sera pas la publication scientifique. Cependant, certains peuvent pointer du doigt l'absence de légitimité. On est à une époque où n'importe qui, sur Internet, peut se déclarer expert de quelque chose. Bon. Autrefois, on était expert quand on était reconnu expert par un institut, par une autorité officielle. Et aujourd'hui, il semblerait que l'expertise, ce sont les gens eux-mêmes qui se l'attribuent. Alors, il faut évidemment faire attention à un risque de dérive. Il y a, oui, un risque de dérive. C'est vrai que quand la vulgarisation vient des institutions, surtout des institutions publiques, on peut quand même faire plus confiance parce que moi je connais beaucoup de chercheurs et ils n'ont pas d'intérêt particulier ou caché et ils ont simplement l'envie d'expliquer des choses. Ce qui n'empêche pas qu'un youtubeur peut faire exactement la même chose avec la même honnêteté. Et donc, cette question de la légitimité, elle est très complexe. Je pense qu'il ne faut pas être manichéen. Il est donc difficile de parler uniquement de vulgarisation scientifique, tant la notion s'est complexifiée au fil des années. On évoque dorénavant la notion de médiation, car le rapport avec le public a changé. On note beaucoup plus d'interactions qu'avant. Les scientifiques sont pour la plupart en accord avec leur devoir de vulgarisation et incitent même le grand public à devenir à leur tour vulgarisateur, comme peut l'être un youtubeur ou comme peut l'être cette vidéo sur la vulgarisation scientifique. Pour résumer, il est possible de caractériser la vulgarisation selon 3 aspects. Le récit, le je sais pas tout, et puis vous pouvez aller voir ailleurs, et puis l'incertitude. C'est un peu les 3 caractéristiques qui feraient la grille d'analyse maintenant des phénomènes de vulgarisation, et on voit bien que les gens sont dedans maintenant, quoi. Enfin, pour moi, ils sont dedans, sans les théoriser, ils sont dedans, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui, on l'espère, vous a plu et vous aura appris pas mal de choses. Tous les textes utilisés à l'élaboration de cette vidéo sont à retrouver en description. Quant à nous, on se quitte sur cette citation et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. C'est dans Jean-Marc Lévy-Leblond qui disait cette phrase un petit peu qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, mais il disait « La science est trop belle et trop sérieuse pour être laissée au seul scientifique ».